Lorsque les étudiants en ingénierie de Stanford suivaient l'un des cours de Bob Twiggs, ils apprenaient à fabriquer des satellites, de petits satellites d'environ 1-2 mètres de diamètre. C'était un travail difficile et les étudiants étaient mis au défi de tout accomplir en un semestre. Bob a pensé qu'un satellite, encore plus petit, pourrait rendre le cours plus gérable. En travaillant avec Jordi Puig-Souari à Cal Poly, les deux ont conçu le modèle de base du CubeSat, qui deviendrait finalement la norme mondiale. Le développement des prototypes de CubeSat a été en grande partie réalisé par des groupes académiques. Au début, la NASA montrait très peu d'intérêt, et il n'y avait pas non plus beaucoup d'intérêt de la part de l'industrie. Les vrais satellites étaient des grands, souvent de la taille d'un bus Greyhound, et coûteux. Et de nombreux experts de l'époque disaient qu'un petit satellite était l'idée la plus stupide qu'ils aient jamais entendue. Mais les innovateurs du CubeSat ont poursuivi leur collaboration. L'idée du CubeSat a réussi pour 3 raisons principales. Premièrement, ils étaient construits principalement à partir de composants bon marché et disponibles dans le commerce, et non de matériel sur mesure. Deuxièmement, ils étaient construits selon un design et un format standardisé, l'unité CubeSat. Et troisièmement, parce qu'ils étaient petits et standardisés, plusieurs CubeSat pouvaient être lancés et déployés ensemble, en utilisant un lanceur ingénieux en forme de cosse de poids pour éjecter les satellites loin du véhicule de lancement. En 2003, le premier CubeSat a été lancé avec succès depuis une fusée russe. Une fois le concept prouvé fonctionnel, la NASA et d'autres ont été disposés à faire de la place pour les CubeSats lors des missions orbitales. Presque tout le monde pouvait construire et déployer son propre satellite et tester de nouvelles idées avec très peu de risques. L'acceptation universelle du concept de lancement en cosse de poids est ce qui a conduit à la croissance rapide des CubeSats. Les avancées dans la conception et la fabrication électronique ont permis d'intégrer encore plus de capacités dans le format CubeSat. La forme originale du CubeSat d'une unité, un cube de 10 cm, pouvait être étendue pour permettre la création de satellites plus grands. En 2006, le groupe Biological CubeSat du centre Ames de la NASA a lancé GeneSat-1 pour mener des expériences biologiques dans l'espace, la première mission scientifique pour un CubeSat. Le succès de cette mission a conduit à une large acceptation au sein de la communauté scientifique et de la NASA. En 2018, la première utilisation interplanétaire d'un CubeSat a été réalisée par le JPL de la NASA dans le cadre de la mission Mars Insight. 2 CubeSats de 6 unités ont servi de relais de communication pour l'atterrisseur lors de son atterrissage sur la surface de la planète. 2 entreprises commerciales, Planet Labs et Spire Global, possèdent maintenant des constellations de centaines de CubeSats qu'elles utilisent pour capturer des images haute résolution et des données d'observation de la Terre, utilisées par des clients commerciaux, académiques et gouvernementaux à travers le monde. Et tout a commencé avec un outil pédagogique de la taille d'une boîte de Beanie Baby, qui nous a ouvert les yeux sur les étoiles. Donc, contiennent un spectromètre de masse, qui est un appareil spécial, destiné à mesurer la densité de très petites particules, donc des ions, des atomes, ce genre de choses. Et nous essayons de mesurer cela dans l'ionosphère.
et nous approchons de la fin de la durée de vie d'ExoCube. Le lancement est prévu pour plus tard cette année. Nous ne pouvons pas parler des dates spécifiquement, mais nous sommes dans les dernières étapes. Nous assemblons, nous déboguons, nous préparons nos vérifications finales de fonctionnalité et nos contrôles environnementaux. Donc, ExoCube est une mission amusante car nous n'avons pas vraiment beaucoup de données sur l'exosphère, qui est la partie de l'atmosphère qu'ExoCube analyse. C'est un peu d'où vient le nom. Et nous avons eu des données dans le passé parce que la charge utile a été utilisée auparavant, mais elles ne sont vraiment pas excellentes. Et donc, nous considérons ExoCube comme une sorte de satellite météorologique glorifié et les données météorologiques que nous avons sont très anciennes. Donc, c'est un peu excitant de faire partie de quelque chose qui, comme, mettons à jour notre catalogue. Nous comprenons un peu ce qui se passe en ce moment dans l'exosphère. Je suis le chef de mission depuis 1 an maintenant, et c'est assez surréaliste de voir que cela touche à sa fin. Il semble de plus en plus probable que cela sera lancé avant que je ne sois diplômé, ce qui est assez excitant. Et juste en général, c'est excitant d'avoir quelque chose sur lequel vous avez travaillé pendant, vous savez, presque 1 année entière de ma vie, qui finalement se concrétise et se termine. Sa vie sur Terre et, espérons-le, atteindra l'espace. Donc dans ExoCube, en fait, beaucoup de choses que j'ai faites ont été plus axées sur le dépannage électrique. Et donc nous prenons un peu les choses comme elles viennent. Donc, quels que soient les problèmes qui surgissent avec nos cartes électriques, nous essayons un peu, vous savez, d'identifier ce qui ne va pas, de localiser où cela se trouve, et ensuite d'essayer de trouver des solutions un peu sur le tas pour les réparer et de faire les modifications qui les corrigeront afin que les cartes fonctionnent. Pour que le satellite fonctionne, il a besoin d'énergie et pour que la charge utile fonctionne. Et pour le succès de la mission de l'ensemble du satellite, quelle que soit la charge utile scientifique, quel que soit le type d'expérience qu'il mène, il doit être capable de collecter des données et de renvoyer ces données au sol une fois qu'elles ont été collectées. Et donc, les ingénieurs électriciens sur ces projets ont l'opportunité de concevoir et de développer des cartes qui contrôlent tout cela et qui stockeront les données et réguleront l'énergie pour l'ensemble du satellite. J'ai beaucoup travaillé sur, oui, les procédures d'assemblage et ensuite sur l'assemblage lui-même. Donc j'ai beaucoup travaillé sur la construction de l'ETU et sur le fait de m'assurer que tous les systèmes s'assemblent correctement. Donc cela va de la pile 1 qui est la façon dont la charge utile s'interface avec le bus. Et j'ai essayé de corriger autant de défauts que possible avec l'aide de mes collègues de l'équipe mécanique, mais c'est certainement un long processus et j'ai apprécié chaque étape du chemin. Je pense que c'est probablement la chose la plus cool que j'ai jamais faite dans ma vie en faisant partie de ce laboratoire. Et c'est juste tellement étrange pour moi de penser que, genre, je prends des choses que j'apprends en classe, je les applique ici, et ensuite, cette chose que nous construisons en tant que laboratoire va aller dans l'espace et orbiter autour de la Terre et réaliser une véritable expérience. Et c'est juste super cool pour moi. ExoCube est actuellement un peu dans les dernières étapes de son cycle de vie. Et donc, j'ai travaillé personnellement sur beaucoup de choses, comme l'assemblage et l'intégration. Et pour notre petit vaisseau spatial, avant de travailler sur l'unité de vol finale, nous travaillons sur notre unité de test d'ingénierie. Donc pour moi, j'ai travaillé un peu avec comme le chef de mission, Aaron, et aussi avec Lucas et d'autres étudiants en ingénierie mécanique, à développer comme des procédures d'assemblage sur notre unité de test afin que nous soyons prêts pour le vol lorsque nous travaillons avec nos charges utiles réelles. Donc ça a été une bonne expérience pour moi parce que c'est excitant quand on peut vraiment aller travailler sur des charges utiles de vol et des missions scientifiques intéressantes. Mais c'est un peu effrayant parce qu'il faut être vraiment préparé pour ça et il faut s'assurer que l'on travaille ensemble en tant qu'équipe et que tous les techniciens sachent ce qui va se passer à l'avance. Donc ça a été une expérience vraiment géniale. J'ai eu d'autres stages dans de grandes entreprises et mes managers ont toujours été des ingénieurs seniors qui ont
travaillé sur des projets pendant des décennies. Mais c'est vraiment cool. Pour Polysat, notre chef de mission est juste un autre étudiant, tout comme moi. Et donc c'est génial d'être dans un environnement où les étudiants ont autant de responsabilités sur le travail qu'ils font. Et c'est quelque chose de vraiment unique, je pense, à propos de Polysat. C'est que tous les chefs de mission sont des étudiants, tous les techniciens sont des étudiants, tous les designers sont des étudiants. Et c'est quelque chose qui donne aux gens une sorte de grand bond en avant qu'ils ne passent à travailler sur leur projet de fin d'études ou leur stage dans le monde réel. Tu te sens comme un vrai ingénieur électricien maintenant? Je me sens comme un vrai garçon maintenant. Ouais. Eh bien, tu es comme Pinocchio, sauf en électronique. Oui. Notre projet financé par l'ASTO s'appelle Mirata. Cela signifie Mission d'accélération de la technologie du radiomètre micro-ondes. Il a 2 capteurs terrestres vraiment intéressants. L'un d'eux va prendre des cartes de la température, de la vapeur d'eau et de la glace des nuages sur Terre. C'est ce qu'on appelle un radiomètre micro-ondes. Et l'un d'eux est un récepteur d'occultation radio-GPS. Il utilise des signaux des satellites GPS. Le signal se courbe en traversant l'atmosphère et nous mesurons cela avec l'entrée du récepteur. Terre, mais aussi intégrer nos systèmes de prévision et nous aider à prédire, afin que nous puissions surveiller constamment le temps sur Terre, trajectoire. Nous intégrons nos systèmes de prévision et nous aidons à prédire les trajectoires. Mieux, nous aidons à évaluer combien de dégâts sont attendus et à planifier les ressources d'urgence de manière plus efficace. Vous savez, contribuer généralement à l'alerte avancée et à la réactivité face au système météorologique. Eh bien, les observations de la Terre sont vraiment importantes. Évidemment, nous sommes ici sur Terre et il est vraiment important que nous prenions bien soin de la Terre et surtout que nous prenions bien soin des gens sur Terre. Et comprendre les systèmes météorologiques nous permet de le faire. L'idée était révolutionnaire de lancer plusieurs satellites pour observer les tempêtes en temps réel. Ça, petit, économique, sans pour le plus. Et même, lorsque vous les lancez, vous devez vous assurer. L'idée était révolutionnaire dès le départ. C'était un moyen d'observer la Terre à une fraction du coût. La solution avait toujours été de construire de grands satellites, des satellites coûteux. Nous avons décidé de faire le contraire. Le JPL a pris 2 systèmes de mesure auparavant de la taille d'un bus scolaire, les a réduits, chacun à la taille d'une boîte à chaussures, et les a lancés dans l'espace. C'était le travail. Ces 2 satellites ont ensuite redéfini les possibilités pour les futures missions de sciences de la Terre. Donc, un problème auquel nous sommes toujours confrontés avec les missions de sciences de la Terre est que nous ne pouvons pas vraiment observer comment le temps change. Imaginez un satellite survolant la Terre qui observe une tempête. Il observe cette tempête à un instant donné. Il lui faut une autre orbite entière, environ 90 minutes, pour revenir et revoir cette tempête. Entre-temps, la tempête peut s'être déplacée, elle peut avoir changé. Et nous ne voyons pas comment cela se produit. Notre idée était que si nous pouvions lancer plusieurs satellites séparés par seulement quelques minutes, nous pourrions observer la tempête au fur et à mesure qu'elle évolue et change avec le temps. Bien sûr. Les CubeSats sont petits et peu coûteux, donc vous pouvez en observer 100 pour le prix d'un
grands satellites. Et même lorsque vous les lancez, vous devez vous assurer qu'ils peuvent mesurer la pluie depuis l'espace, ce que les CubeSats n'ont jamais fait auparavant. C'est ainsi que Raincube et TempestD sont nés. Les missions CubeSat sont risquées dès le départ. Nous avons toujours dit que nous serions heureux si les missions échouaient, tant que nous pouvions comprendre, Bushan, le pourquoi elles avaient échoué. Les résultats que nous avons obtenus ont dépassé toutes les attentes. Et Antares décolle. Le premier étage. Après 5 ans de développement, Raincube et TempestD ont tous deux été sélectionnés pour être lancés vers la Station spatiale internationale. À partir de là, il ne restait plus qu'à attendre qu'ils soient déployés dans l'espace. Le déploiement dans l'espace est la première fois que le vaisseau spatial est mis à l'épreuve. Et les CubeSats sont si petits que chaque pièce doit fonctionner. Si une seule pièce échoue, cela peut signifier la fin de la mission. 3, 2, 1, déployé. Après Raincube, c'était au tour de TempestD. 3, 2, 1, déployé. Oh, cela n'était pas censé arriver. Donc, la dernière chose que vous voulez entendre lorsque votre satellite se déploie, c'est « Oh non, cela n'aurait pas dû arriver ». Mais il s'avère que le satellite était conçu pour ce scénario. Et juste 2 minutes plus tard, le satellite s'est tourné vers le Soleil et nous savions que tout irait bien. Mais le lancement n'était que le début du voyage. 2 mois plus tard, une tempête tropicale au sud-est de Guam a commencé à s'intensifier et s'est transformée en ce qui est maintenant connu sous le nom de Typhon Trami. À des kilomètres au-dessus de la Seine se trouvaient nos 2 jeunes CubeSats. C'était la sérendipité à son meilleur. Raincube et TempestD étaient exactement au bon endroit au bon moment. Mais ce qui a rendu cela extraordinaire, c'est la façon dont ces 2 petits satellites ont su saisir l'occasion. Lorsque Raincube et TempestD ont observé le typhon depuis l'espace, ils ont vu 2 images très différentes mais complémentaires. TempestD est conçu pour capturer des tranches horizontales de la tempête. Il a donc pu observer l'étendue de la tempête à différentes altitudes. Raincube, en revanche, a la perspective verticale. Il ne regarde qu'un seul point de la tempête à la fois, mais peut observer la tempête depuis son sommet jusqu'à la surface. Alors qu'il orbite autour de la Terre, cette vue de Raincube révèle une coupe verticale de la tempête. C'est alors que les 2 équipes ont eu l'idée de fusionner les 2, ensemble de données. Ce qui en est ressorti, c'est une image tridimensionnelle d'une clarté cristalline de l'œil du typhon. C'était quelque chose que nous n'avions pu qu'imaginer auparavant. Les CubeSats non seulement fonctionnent, mais ils peuvent aussi travailler ensemble. Et ce n'est que le début. Raincube et TempestD ont été les pionniers d'une manière entièrement nouvelle et innovante de fabriquer des satellites pour observer et étudier la Terre. Car maintenant, nous savons avec certitude que même les plus petits satellites peuvent oser accomplir de grandes choses. Nous parlons beaucoup des exoplanètes sur SciShow Space car elles sont géniales et car les scientifiques continuent d'en découvrir de nouvelles similaires à la Terre. Mais nous parlons peu de ce qui est sur ces exoplanètes, principalement parce que personne ne le sait vraiment. Je veux dire, c'est déjà assez difficile même de déterminer si une planète a des années-lumière est faite de gaz ou de roches solides, sans parler de savoir si son atmosphère contient de l'oxygène. Mais d'ici la prochaine décennie, la NASA prévoit de lancer une mission pour rechercher des signes de vie extraterrestres à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de notre système solaire. Le 28 janvier, 2 astrobiologistes, Jocelyn Ruggiero de l'Université Johns Hopkins et Chris McKay de la NASA, ont tenu un forum en ligne pour discuter de la relance de notre recherche de vie extraterrestre. Et une chose qu'ils ont soulignée est que s'il y a de la vie quelque part, elle a probablement besoin de 2 ingrédients principaux, une source d'énergie et un liquide pour aider à réaliser des réactions chimiques. On supposait auparavant que la source d'énergie devait être une étoile et que l'eau serait le milieu liquide. Mais à mesure que nous en apprenons davantage sur les extrémophiles ici sur Terre, l'image de ce à quoi la vie peut ressembler s'élargit. Les extrémophiles peuvent vivre et même prospérer dans des conditions que nous pensions autrefois inhabitables, comme les cheminées hydrothermales des grands fonds ou les lacs incroyablement salés. Ainsi, la vision des astrobiologistes de ce qui est réellement possible a évolué. Titan, par exemple, a beaucoup de liquide, mais c'est principalement de l'éthane liquide.
McKay a expliqué qu'il pourrait y avoir des extrémophiles capables d'utiliser cet éthane liquide de la même manière que nous utilisons l'eau, ouvrant ainsi la voie à de nombreux habitats extraterrestres possibles. Et puisque les conditions sur d'autres planètes peuvent être si rudes, du moins de notre point de vue, il a dit qu'il est probable que la première vie extraterrestre que nous trouverons sera du type extrémophile. Le duo a spéculé que la première mission sera sans doute une sonde envoyée pour analyser les atmosphères de la Lune Encelade de Saturne, prometteuse par ses jets de vapeur d'eau. Et les deux scientifiques conviennent que la sonde devrait être équipée d'un spectromètre de masse à longue distance, capable de détecter différents éléments dans l'atmosphère. Une telle sonde rechercherait des éléments inhabituels comme l'oxygène et des ratios de substances qui ne se produisent généralement pas en l'absence de vie. Pour l'instant, la NASA n'a pas encore décidé où exactement cette mission ira, ni ce qu'elle cherchera précisément. Mais en attendant, il y a beaucoup de travail à faire ici sur Terre. Lorsque le nouveau télescope spatial James Webb sera lancé en 2018, les astronomes pourront obtenir des informations sur les atmosphères des exoplanètes avec plus de précision que jamais. Et s'il y a une exoplanète dans la zone habitable de son étoile avec beaucoup d'oxygène, il pourrait y avoir plus que ce que l'on voit à première vue. Dans des nouvelles plus immédiates, vous avez peut-être entendu parler du satellite qui a été lancé samedi dernier. Il s'appelle l'Observatoire actif-passif de l'humidité du sol. Et il va être extrêmement utile pour les personnes qui ont besoin de savoir combien d'eau se trouve dans leur sol. Ce qui peut sembler être un groupe assez restreint, mais il s'avère que cela concerne en fait toute personne qui se soucie de la nourriture, du climat, de l'environnement en général. Mais la fusée avait aussi une autre petite charge utile mignonne. Des CubeSats. Ces deux minuscules satellites mesurent moins de 16 cm de chaque côté et ils se dirigent vers les ceintures de Van Allen pour étudier la météo spatiale. Les ceintures de radiation de Van Allen sont des collections de particules chargées qui s'étendent entre 1000 et 60 000 km au-dessus de la Terre, où elles interagissent avec la magnétosphère terrestre. Et de temps en temps, des rafales de vent solaire particulièrement puissantes envoient de ces particules, généralement des électrons, dans une frénésie appelée microburst. Ces explosions solaires peuvent accélérer les électrons à une vitesse proche de celle de la lumière, et toute cette agitation peut causer de sérieux problèmes aux ordinateurs de nos engins spatiaux. Nous faisons de notre mieux pour protéger les appareils que nous envoyons là-haut. Mais quand vous dépensez beaucoup d'argent pour envoyer des personnes et du matériel en chute libre autour de la planète, vous voulez que vos ordinateurs fonctionnent. Donc, ces CubeSats, connus sous le nom de Firebird 2, constituent la deuxième partie d'une mission pour cartographier lorsque les microbursts se produisent et la taille de la zone affectée. Lorsqu'un électron rapide frappe les détecteurs à l'intérieur des CubeSats, il sera enregistré comme un point de données. En traçant les points, les chercheurs sont capables de cartographier les moments et les lieux des microbursts. L'espoir est qu'éventuellement, nous serons capables de prédire où, quand et comment ces microbursts se produisent. Ensuite, bien sûr, nous pourrons protéger la future technologie spatiale des caprices du Soleil, rendant les voyages spatiaux beaucoup plus sûrs. Tout cela grâce à ces petits cubes courageux et mignons.